Merci, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Ah, quelles sont les réactions qui ont retenu mon attention? Pratiquement toutes les réactions ont retenu mon attention, pas nécessairement par leur contenu, mais par ce qu'ils n'ont pas reflété. Et j'ai fait une analyse d'une situation qui était très claire. J'ai posé les jalons d'un début de solution, mais tout le monde a occulté cette solution et ils se sont attaqués à ma personne et à des considérations de mon point de vue qui n'étaient pas nécessaires. Ma, ma lettre ouverte était claire. Vous avez promis quelque chose et sur la base de ce que vous avez promis, vous avez eu quelque chose. Maintenant que vous avez eu ce que vous désiriez, vous n'êtes plus en mesure de faire face à vos promesses. Et moi, je suggérais très simplement que dans un contexte comme ça, où c'est un contexte contractuel, il faut essayer de compenser à qui vous devez vos élections. C'est aussi simple que ça. Mais tout le monde, sans exception, a occulté cet aspect. Et ils se sont attaqués aux périphéries. Donc, mais pour vous répondre vraiment à cette question, je crois que pour que les gens comprennent mon idée, il faut que on fasse un petit rappel. C'est pas un rappel historique, mais c'est un rappel quand même qui va ramener les gens dans la bonne, dans le bon état d'esprit. Entre 2019 et 2022, donc post-législative 2019 et pré-législative 2023, qu'est-ce qui a changé dans le monde judiciaire, politique et légal du Bénin? Rien du tout. Les gens sont morts après les élections de 2019 parce qu'ils réclamaient un minimum, c'est-à-dire que la mise en place des institutions qui étaient des institutions républicaines qui étaient inclusives. Le code électoral, en ce temps-là, était exclusif. Les gens ont réclamé qu'il soit inclusif. Donc, tout ce qui avait été l'accord de discorde avant les élections de 2019 et après les élections de 2019 n'ont pas changé dans la forme, dans le contenu, dans le fond. Dans ce contexte, les gens ont voulu aller aux élections, ce qui est légitime. Mais la question est de savoir, on va aux élections comment? Quand je parle des gens qui voulaient aller aux élections, aussi bien le pouvoir que l'opposition. Donc, on s'est retrouvé dans un contexte où tout le monde pensait que les élections étaient peut-être la porte de sortie. Mais rien n'a changé fondamentalement. Bien au contraire, il y a eu des arrestations et il y a eu plus d'exilés. Ce qui devait changer, c'était la pression internationale contre le régime de la rupture. Et en ce moment, la table a commencé par tourner. C'est-à-dire que le rapport de force a tourné en faveur de l'opposition parce que il était très clair, la communauté internationale exigeait avec la dernière rigueur des élections inclusives en 2023. Le président de la République était conscient de cela. C'était clair, ça lui a été dit, toutes les pressions à l'international que l'opposition a eu à faire donnaient ses fruits. Maintenant,
les gens demandaient au président de la République que si il devait y avoir élection en 2023, ça devrait être complètement inclusif, ça devrait être équitable, ça devrait être transparent. Et que c'est à cette seule condition que lui-même, il jouait sa survie politique et la survie économique du pays. Ça veut dire quoi? Que le pouvoir avait le dos au mur et il fallait trouver une solution claire. Ils avaient maintenant besoin de l'opposition pour participer aux élections. Dans ce contexte, il y a eu deux courants. Le courant de ceux qui disent on ne participe pas aux élections tant qu'il n'y a pas, et comment dirais-je, les règles, ce qu'on avait appelé dans le temps, les lois scélérates n'ont pas été retoquées, tant que les prisonniers n'ont pas été libérés et tant que les exilés ne rentrent pas. Ça, moi, je crois que c'est une posture responsable parce que maintenant, le pouvoir a besoin de se redorer un blason à l'international et a besoin de l'opposition pour participer aux élections. Donc, l'opposition aurait pu avoir des prérequis qui lui auraient permis d'avancer sa lutte. Ça, c'était un camp. Il y a eu ceux qui ont dit on va aux élections. Ceux-là ont été cooptés par le pouvoir. Pour des raisons personnelles, parce que si rien n'a changé de 2019 jusqu'à 2022, où vous avez réclamé certains droits qu'on ne vous a pas octroyés, et malgré ça, vous avez décidé de partir aux élections. Il y a une, comment dirais-je, une divergence de vue. Donc, quand c'est arrivé à ce niveau-là, on a expliqué aux leaders de l'opposition, à tous les leaders de l'opposition, contrairement à ce que vous pouvez croire, vous êtes maintenant en position de force. Vous avez l'opportunité de faire reculer le pouvoir parce que le pouvoir n'a d'autre choix que d'aller aux élections et n'a d'autre choix que de mettre ces élections devenir inclusives. Dans ce contexte, la seule chose à faire, c'est d'avoir une posture de prérequis que le gouvernement ne pouvait ne pas octroyer. Mais comme de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de la rupture, le président Talon, c'est des gens qui sont sournois, comme ils vous l'ont dit, ils vont gouverner par la ruse et la rage. Ils se sont mis à coopter au niveau du leadership de l'opposition certaines personnes qui étaient relativement vulnérables par rapport à leurs moyens financiers, par rapport aux dossiers qu'ils avaient, ou bien que le pouvoir avait contre eux, et par rapport à une certaine soif de positionnement et de pouvoir. C'est aussi simple que ça. Ces gens ont été cooptés, ils ont fait du bruit, ils se sont présentés aux élections. Mais ça encore, on peut suggérer que c'est de la politique. Ils se sont présentés aux élections sur la base du fait que, parce qu'ils ont surfé sur le malheur des populations, ils ont surfé sur la condition des exilés et la condition des prisonniers politiques, et ils se sont fait élire dans un contrat entre eux et le peuple et leur parti et la population. Et le contrat, pour moi, était simple. Vous nous élisez, on va à l'Assemblée nationale pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Cette tendance a pris le pas. D'accord, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, ils sont à l'Assemblée nationale. Mais quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez des avantages. Et ces avantages, vous en jouissez sur la base d'un contrat que vous avez établi entre vous et le peuple, où le peuple devient en ce moment perdant parce qu'ils vous ont octroyé votre vote pour que vous alliez vous battre pour que leur fils
leurs filles, leurs enfants rentrent que leurs fils, leurs filles, leurs enfants sortent de prison. Mais, de mon point de vue, il a semblé que les gens ont occulté cette partie du contrat et se sont attachés essentiellement aux avantages que leur octroyait leur position. C'est aussi simple que ça ce que je disais dans mon courrier. Merci pour cette question. Bon, écoutez, d'abord, il faut que je clarifie aussi quelque chose. Mon combat n'est pas contre l'entité LD, c'est-à-dire que les démocrates en tant qu'entité, en tant qu'institution, en tant que parti. Et mon combat n'est pas aussi pour aliéner la base des démocrates, du Parti démocrate. Mais mon combat, bien au contraire, est pour renforcer la position des démocrates. Je ne suis pas membre du Parti des démocrates. Je ne réclame pas être membre du Parti démocrate. Je n'ai aucune envie, aucun intérêt à vouloir être membre du Parti démocrate. Mais je suis acteur de l'opposition. Ceci dit, si l'opposition, qui en ce moment est représentée par les démocrates, a une posture qui n'arrange pas l'opposition, je crois que mon devoir, c'est de dévoiler cette posture et de le pousser. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai eu l'occasion de parler en tête-à-tête avec plusieurs des responsables démocrates. Comment dirais-je, mon opinion, je l'ai fait savoir. Ma posture, elle est claire avec eux. Je les ai rencontrés. J'ai parlé avec leur président en tête-à-tête. Je lui ai expliqué ma posture. Mais quand j'ai eu cette conversation, le sentiment que j'ai eu quand je suis sorti de cette conversation avec certains leaders de l'opposition qui étaient des leaders du Parti Les Démocrates, c'est un sentiment de défaitisme, c'est un sentiment d'incapacité, c'est un sentiment de défaite. C'est-à-dire, quand les gens vous disent, vous leur demandez qu'est-ce que vous faites pour la libération des détenus politiques, et leur seule réponse est que on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire, vous comprenez que c'est un sentiment de défaitisme. Quand leur réponse est que, vous voyez, quand ils ont pris Aïvo, Porte-Novo ne s'est pas levé. Quand ils ont pris Madougou, Parakou ne s'est pas levé. Et qu'est-ce que vous pensez que nous, on peut faire? Quand vous avez des réponses comme ça, vous comprenez que ces gens ne sont pas allés là-bas pour vraiment, véritablement combattre, pour libérer les détenus politiques ou faire entrer les exilés. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que je ne leur ai pas parlé. Je leur parlais en privé, je leur parlais par des canaux qu'il faut. Et je crois que le sentiment que j'ai eu après leur avoir parlé, c'est que c'est des leaders qui sont devenus l'homme d'eux-mêmes ou bien qui sont dans une compromission aussi corrompue qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. J'ai demandé, mais où est la rhétorique parlementaire? Quand on est dans l'opposition, on fait de l'opposition. Vous savez, pendant du moment où les députés ont été installés, à l'heure où je vous parle, il y a eu énormément de situations qui auraient pu montrer et qui auraient pu être vraiment récupérées par l'opposition et en faire un débat à l'Assemblée. Par exemple, le pouvoir a creusé des tranchées autour de nos frontières pour empêcher les paysans de jouir de leur labeur.
c'est-à-dire les empêcher d'aller vendre le soja, là où le marché est plus profitable. Vous avez entendu les députés de l'opposition s'insurger contre cela. Vous les avez vus sur le terrain aux côtés des paysans. Et pourtant, tous les week-ends, ils sont sur le terrain en train de remercier de leurs élections. Qu'est-ce qui est important pour eux? Le fait d'être élus ou bien le fait d'être élus pour aider les populations. Vous avez vu quand ils ont eu besoin de se faire élire chef de file de l'opposition, à la minute qui a suivi, il y a eu rendez-vous avec le chef de l'État. Parce qu'il y avait des intérêts qui étaient relativement personnels et des accompagnements financiers sur dans ce contexte-là. Quand à l'Assemblée, les gens en ce moment les ont exclus des institutions internationales, vous voyez comment ils se débattent comme de beaux diables pour essayer de se repositionner dans ces institutions parce qu'il y a des accompagnements financiers et des avantages liés à cela. Mais est-ce que vous les avez vus après avoir déposé mollement cette requête de libération ou d'amnistie? Ils ont réagi sur ça. Vous avez déposé une requête d'amnistie. Qu'est-ce qui suit? Il faut une pression sur le gouvernement. Le gouvernement est dans sa logique. Si le gouvernement voulait libérer ces gens de son propre chef, il l'aurait fait. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne veut pas libérer ces gens-là. Il ne veut pas faire entrer les exilés politiques. Vous, opposition, vous êtes en posture. Vous avez les apparats de l'opposition. Donc, vous avez déposé, comme il se doit, une demande d'amnistie. Et vous vous asseyez, vous croisez les bras, pensant que celui qui n'a pas voulu libérer les gens, votre bout de papier de requête d'amnistie va l'amener à libérer ces gens-là. Ce n'est pas possible. Après la requête d'amnistie, il faut une pression. La pression, c'est une pression populaire. Il faut une rhétorique. Il faut pousser le gouvernement dans son dernier retranchement. Je ne crois pas. Parce que ce dossier est aussi important et aussi crucial qu'on ne peut pas ne pas avoir échangé dessus et ne pas communiquer. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu à converser, j'ai eu des entretiens avec les leaders des démocrates. J'ai rencontré M. Hundete à Washington. On a eu l'occasion de parler. Et je vous ai dit que après ma conversation avec lui, j'ai senti un sentiment de défaitisme. C'est aussi simple. Je ne l'accapte pas. C'est un ami, c'est un frère. Je l'aime bien et il me fait la courtoisie de me recevoir malgré mes critiques vis-à-vis de lui. Mais ça ne veut pas dire que si ça ne marche pas, je ne vais pas le dénoncer. Est-ce que vous voyez? Donc, non, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'on ne peut rien obtenir juste en faisant le dos rond au pouvoir. Ce n'est pas possible. On connaît ces gens-là quand ils étaient dans l'opposition au pouvoir Yahi. On reconnaissait leur verve. On savait comment est-ce qu'ils battaient le macadam des mercredis rouges. Effectivement, ils n'ont pas de marge parce qu'ils m'ont répondu quand je leur ai ramené ces souvenirs. Ils m'ont dit clairement que le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier. C'est tout mon sentiment de défaitisme. Je me suis dit, donc ça veut dire quoi? Pour moi, vous pouvez être dans les contextes que vous voulez. L'objectif n'a pas changé. Ça veut dire quoi? Que si, parce que le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier, ça veut dire qu'on peut laisser les prisonniers politiques moisir dans leurs cellules,
Ou est-ce que ça veut dire que les exilés, ils sont à jamais exilés? C'est la question qu'on doit se poser. Rien n'a été jamais donné, rien n'est facile. Mais quand l'objectif est clair et que vous avez tenté mollement quelque chose et que vous dites, bon, écoute, moi j'ai tout fait, on ne peut plus rien, l'objectif n'a pas changé. Les prisonniers sont toujours en prison. Les exilés sont toujours en dehors. Et pourtant, c'est sur cette base-là que vous avez été élu. C'est l'échange que vous avez eu avec la population. C'est-à-dire que vous avez juste menti à la population pour juste avoir... Parce que, regardez, c'est aussi simple, c'est un contrat. Écoutez, vous avez un objectif, n'arrivez pas à atteindre cet objectif. D'accord. Dans ce contexte-là, vous ne profitez pas de tout ce que vous avez acquis pendant que vous allez vers l'objectif-là. Vous savez, la supercherie dans l'opposition s'est révélée à un niveau vraiment endémique. Je m'explique. Pour revenir encore sur la situation d'avant les élections. C'était clair que Patrice Talon avait besoin d'une élection inclusive. Sans une élection inclusive en 2022, son pouvoir implodait de l'intérieur et de l'extérieur parce qu'il n'aurait pas eu les moyens de sa politique. La communauté internationale l'aurait même beaucoup plus ostracisé qu'il ne l'était. Et c'était clair, ça a été clairement dit et défini. Le Bénin devrait avoir une élection inclusive. Il le savait. Mais sa parade a été simple. Cibler certaines personnes qui étaient leaders de l'opposition, qui étaient vulnérables à plusieurs points de vue, sur le plan financier, sur le plan des casseroles qui traînaient, sur tous les plans, et même sur des plans sur lesquels même eux-mêmes ils n'avaient pas de contrôle, mais que le pouvoir pouvait utiliser contre eux. Il les a approchés, il les a démarchés en bonne et due forme, il leur a présenté la carotte et la chicotte. Ils ont choisi la carotte, mais au lieu d'être clairs sur cette base-là, et je vais revenir, il y a un exemple patent. Au lieu d'être clairs sur leur démarche, ils sont allés devant le peuple, ils ont créé une certaine supercherie, fait croire au peuple que, bon, on y va maintenant dans l'intérêt général, en bonne et due forme, pour aider à la libération des prisonniers politiques. Mais entre-temps, ce qu'il faisait en faisant ça, il donnait l'occasion à Patrice Talon et son gouvernement de redorer son blason. D'où, du coup, il faisait une négation de la lutte qui a été menée depuis 2016 jusque-là. Il torpillait, sans le savoir, à tort ou à raison, les résultats qui avaient été acquis sur la pression, parce que, vous savez, la pression internationale, la communauté internationale, elle ne réagit pas de manière spontanée ou organique. Elle réagit parce que cette communauté a obtenu des informations, il y a eu comment dirais-je, du lobbying vis-à-vis d'eux, ils ont perçu des documents, ils ont eu des documents, on leur a expliqué l'état du pays, on leur a créé un certain haut le cœur par rapport au gouvernement béninois. Donc, c'est toutes ces luttes qui a été mise à cause quand les uns et les autres ont décidé d'aller aux élections sans avoir acquis le minimum. Par exemple, vous n'avez pas vos membres de l'opposition dans les institutions qui sont suggérées être des institutions républicaines pour la bonne conduite des élections. Le code électoral qui vous a exclu n'a pas été changé. La Constitution ne vous donne pas, ne fait pas grande manœuvre au pays, mais malgré cela, vous dites non, on va gagner les élections. Ils sont allés aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses se sont passées aux élections là.
La première des choses qui s'est passée, c'est que le pouvoir leur a volé leurs élections. Ils avaient plus de 28 députés. D'après moi, mes calculs et en fonction des informations que nous avons eues, ils étaient majoritaires. Mais ils n'ont pas pu réclamer ça parce qu'ils ne pouvaient pas réclamer, parce que les leaders qui étaient là-bas n'avaient pas la posture nécessaire pour réclamer cela. Ils étaient dans une position ambiguë. Allez voir celui qui vous nourrit. Allez voir celui qui vous tient à la chicotte et dites-lui, vous m'avez volé les élections et vous allez voir comment est-ce qu'il va vous traiter. Maintenant, ils se sont mis à négocier avec le pouvoir. Le pouvoir leur a dit, je vous donne 28 députés. Et parmi ces 28 députés, je vous choisis ceux, tout au moins, je sais qu'il y a 6 de ces députés qui sont sur, comment on appelle en anglais, on dira le payroll, qui sont à la solde du pouvoir. Minimum, en dehors de ceux que le pouvoir tient. Quand vous êtes dans cette condition, moi, ce n'est pas pour détruire les démocrates. Non, ce n'est pas là mon problème. Les démocrates, en tant qu'entité politique, en tant que parti, en tant qu'institution, je crois que c'est une entité de l'opposition. Mais ceux qui sont à la tête et qui font semblant, on a le devoir de les dénoncer. Et je vous ai dit, je ne le dis pas parce que je suis intéressé par être membre du parti. Je ne le dis pas parce que j'ai envie d'être à un poste politique quelconque au Bénin ou un poste électif. Mais je le dis parce que c'est important que le peuple ça. Et je le dis essentiellement parce que moi, ma volonté, ma lutte, mon combat, c'est que les exilés rentrent et les détenus politiques soient dehors. C'est aussi simple que ça. Et je crois que ceux qui sont en train de faire semblant à l'Assemblée n'ont pas cet objectif-là. Et si, même par hasard, ils ont le sentiment d'avoir cet objectif-là, ils ne se donnent pas les moyens d'y aller. Dans ces conditions, si vous n'avez pas l'intérêt de vous battre pour libérer les détenus politiques, si vous n'avez pas l'intérêt ou bien la volonté de vous battre pour sortir, comment dirais-je, les prisonniers des geôles ou bien faire entrer les exilés politiques, qu'est-ce que vous faites avec le manteau de député et de représentant du peuple? Vous avez porté un manteau et vous n'exercez pas les prérogatives de ce manteau-là. Ça veut dire que vous... Alors que c'est comme si on vous dit, il y a un seul chemin pour arriver à un objectif. C'est-à-dire que, et vous avez pris ce chemin, mais vous barrez ce chemin parce que vous occupez déjà cette place-là. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas prendre un poste électoral et saisir ce poste électoral et ne pas faire le travail qui est requis par rapport à ce poste électoral. Ça veut dire qu'on fait de l'occupation de la position du terrain et c'est tout. Mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous êtes allé à l'Assemblée nationale sur la base du fait que vous voulez libérer les détenus politiques, vous voulez, comment dirais-je, faire entrer les exilés. Faites le travail ou dégagez. Simple que ça. Ne rentrez pas dans ce rôle, profitez comment dirais-je, des avantages qu'offre ce rôle-là et ne faites rien pour vos devoirs. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui sont en train de l'état de santé en train de détériorer pour vous avoir mis là-bas. On ne vous a pas mis là-bas pour que vous siroitez du champagne. On vous a mis là-bas pour que vous aidiez à la libération. Mais quand je vous parle, quand je leur parle et qu'ils ne peuvent pas, ils me disent d'une manière ou d'une autre qu'on a déjà tout fait, je dis non. Donc, vous avez tout fait, donc cessez de bouffer, cessez de manger, cessez de vivre comme député. Partez de là. Les démocrates, en tant que parti, sont la seule institution légale dans le système Talon. Dans ce contexte, on
on peut faire confiance à cette entité. Par contre, ceux à qui on ne peut pas faire confiance, c'est certains leaders de cette entité qui sont corrompus et qui sont en compromission avec le pouvoir. Donc, les membres du Parti Les Démocrates qui ne sont pas dans ces postures, ils ont intérêt à reprendre en main leur parti, à rediriger les objectifs du parti, qui, de mon point de vue, c'est simple, la libération des détenus politiques et le retour des exilés. Pas des mots en l'air. Et ce qui est clair, c'est que quand je les vois en tête à tête, je leur dis la même chose. Et je leur donne l'occasion de rétorquer cela, mais ils n'ont pas les éléments pour rétorquer cela. Donc, quand je parle de ceux qui sont en compromission, comment est-ce que vous pouvez, je vous ai dit tout à l'heure que je sais qu'il y a au moins 6 députés, les démocrates, qui sont à la solde du pouvoir, au moins. Et ça, ce n'est pas des mots en l'air. Parce que quand vous êtes parti à l'Assemblée, avant de partir à l'Assemblée, si vous êtes assis avec votre opposant, qui a exigé que certaines personnes soient sur votre liste, vous pensez que ces gens-là, ils sont redevables à qui? Si vous-même, entre la carotte et la chicotte, vous avez accepté cette démarche-là, vous êtes redevable à qui? Soyons clairs, il y a des gens, je vais vous donner un exemple simple. Hein. Vous savez, les 2 leaders qu'on utilise comme hérégie pour démontrer la situation des détenus politiques, c'est généralement le professeur Aïvo et Mme Madougou, Rekia Madougou. Au niveau du professeur Aïvo, il était à la tête d'une coalition dont le président est M. Houdé. Il est où aujourd'hui, M. Houdé? M. Houdé est avec l'UPR. Est-ce à dire que c'est après l'arrestation de M. Aïvo qu'il a eu, je ne sais pas, ce qu'on appelle en anglais épiphanie, cette épiphanie-là, cette nouvelle naissance pour savoir que, oh, il fallait être avec l'UPR et que tout ce qu'il faisait là, c'était pas ce qu'il fallait faire. À quel moment il y a eu ce changement-là? Parce que votre poulain, il est toujours assis en prison. Vous qui étiez son leader, vous êtes maintenant du côté de son geôlier. Donc ça, c'est des exemples simples et clairs. Il y a d'autres qui n'ont pas eu le courage aussi de se dévoiler. Il y a d'autres qui ont préféré rester dans le système mais faire semblant. Donc, moi, c'est de ceux-là que je parle, de ceux qui sont restés dans le système et qui font semblant. C'est ceux qui sont les problèmes pour la libération des prisonniers. Parce que s'il faut une place de leader pour, créer l'engouement au sein de la population, créer la rhétorique qu'il faut, faire le combat qu'il faut pour que la population et la pression montent sur le pouvoir en place, et que ces leaders ne font pas ça parce qu'ils sont sous le joug du pouvoir, ça veut dire que c'est eux qui bloquent la libération des prisonniers politiques, c'est eux qui bloquent, de par leur posture, consciemment ou inconsciemment, l'avancée de la lutte, après l'avoir détruite. Non, mais écoutez, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, et je dois le répéter pour que les gens comprennent, je ne vais pas en cabale contre les démocrates en tant qu'entité politique ou entité qui est dans le système politique au Bénin. Pas du tout. Ils sont un parti d'opposition déclaré. Ils portent l'espoir du peuple. Donc, on ne peut pas en tant qu'entité les rejeter. Mais par contre, ceux qui sont ou se disent les leaders de ce parti, qui sont en position de faire quelque chose, mais qui tronquent le combat
général pour pour un combat, pour des intérêts personnels. C'est à ceux-là que moi je m'adresse. Parce que on a appris à élever la supercherie dans la politique comme des valeurs. C'est pas des valeurs. La supercherie en politique, c'est la supercherie. C'est pas des valeurs. Quand vous dites à votre électorat que quand je serai élu, je vais être au combat pour la libération des détenus politiques ou pour faire venir rentrer les exilés, et que quand vous arrivez là-bas, on vous donne les apparats de ce pouvoir-là, mais que vous ne faites pas ce que vous avez promis. Moi, je trouve que c'est la supercherie. Et la supercherie n'a pas valeur politique, de mon point de vue. Donc, c'est à ceux-là que je m'attaque, c'est à ceux-là que je dis. Et je ne le dis pas de manière publique. Généralement, quand je les critique, c'est parce que je leur ai déjà dit en privé plus d'une fois. Et que finalement, je remarque qu'ils continuent dans cette logique-là. Donc, je le mets sur la place publique parce que en politique, le juge ultime, c'est le peuple, c'est la population. Et on ne peut pas cacher à la population ces genres de comportements. Donc, c'est un peu ce que moi, j'essaie de dire. Je veux aussi dire à ces jeunes, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont attaqué parce qu'ils se sont fait instrumentaliser sur ma posture. Je leur en veux pas, mais j'aimerais leur dire quelque chose. Le changement qu'ils désirent, ils sont le changement qu'ils désirent. Il n'y a personne d'autre. Donc, mais s'ils se mettent à la solde de ceux-là qui sont dans la supercherie, ils n'auront pas le changement, mais leur avenir ne sera pas un avenir de leader. Je peux comprendre qu'il y a des besoins, mais il faut faire attention. Si vous voulez un changement, ne laissez pas ces brigands politiques vous coopter. La dernière fois, quand j'ai vu un de leurs leaders, je leur dis, c'est vous qui avez vendu le pays à Patrice Talon. Je leur dis ça clairement. Donc, il n'y a rien contre ceux-là. Donc, moi, c'est ça, au fait, c'est ça qui m'attriste. Les jeunes qui ne comprennent pas que l'enjeu, c'est eux-mêmes. Les jeunes qui ne comprennent pas que le changement qu'ils désirent, c'est à eux de l'implémenter, mais qui pensent que c'est comment dire, vendeurs d'illusions qui vont les aider à avancer. Moi, c'est tout ce que moi je dis, je les plains. Mais c'est déplorable. C'est déplorable pour le continent africain et c'est même déplorable pour même ces leaders qui, d'autres sont dans une situation physique pas très reluisante, d'autres qui sont devenus des antichrists pour eux-mêmes. Parce que quand vous me parlez de, par exemple, de Macky Sall, il a quelqu'un que je connais bien, en fait, qui a fait dégager Ouad parce que Ouad briguait un troisième mandat et qui se retrouve dans cette posture pour faire le troisième mandat. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà sur sa posture. Si jamais tout ça là se passe en Afrique, ça crée un contexte favorable, déplorable. C'est-à-dire qu'il y a cet effet d'entraînement qui se fait quand un État ou bien un despote peut se maintenir au pouvoir en dehors de la Constitution dans un pays. Il y a les autres despotes ou bien ce qu'on appelle les despotes aspirants despotes et ils pensent que c'est possible. Et il va falloir que le peuple arrête tout ça là. C'est un mandat deux mandats, c'est 2 mandats. Ce n'est pas 2 mandats 45 jours. Et comme je dis là, ils ont arrêté les gens parce qu'ils ont dit 5 ans, c'est 5 ans. Moi, je dis 5 ans, c'est 5 ans. Après les 5 ans qu'il a passé là, il a usurpé tout ce qu'il a voulu usurper. Donc, 5 ans, c'est 5 ans. 2 mandats, 10 ans, c'est 10 ans. Si je dois conclure cet échange, je dirais simplement que l'objectif pour l'opposition béninoise doit être clair. C'est la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés.
Et tant que ce ne sera pas fait, l'opposition aurait failli. On ne peut pas avoir dit qu'on veut libérer ces prisonniers, on veut que les exilés rentrent, et puis on va aller à l'Assemblée nationale et ne rien faire pour. C'est pas possible. Pour moi, il n'y a pas de défaitisme. Tant que l'objectif n'est pas atteint, il n'y a pas de changement. Rien n'a changé. Donc, moi, c'est un peu ça. Et c'est dommage que les gens, ils ont sacrifié la lutte. Maintenant, c'est plus difficile de galvaniser l'opinion internationale autour de la condition des Béninois. Pourquoi? Parce que les gens vous répondront simplement, mais vous êtes à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne faites rien pour ou contre? Et c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.